Donc, le deuxième palier, on se retrouvait avec des groupes d'environ 4, maximum 5 élèves. Chaque fois qu'il y avait un deuxième palier, l'élève pouvait se pratiquer au moins 5 fois. Ça se passait au moins 3 fois par semaine pendant environ 20 minutes, parce que des fois c'était 15, des fois c'était 20. Ils ne pouvaient pas faire plus parce que les autres élèves dans la classe n'étaient pas capables de faire plus que ça en autonomie. Puis des fois, même dans le 20 minutes, il y avait 2 ateliers qu'ils faisaient parce qu'il ne fallait pas qu'ils passent trop de temps au même atelier, le bordel pognait. Okay? Puis c'était pendant environ 10 semaines qu'ils étaient capables d'offrir ça. Mais ils n'offraient pas ça, vous avez vu, dès le début de l'année, parce que les jeunes n'avaient pas cette discipline-là, il n'y avait pas cette gestion de ces groupes-là, ils n'étaient pas installés. Ça prenait quand même des semaines pour installer ça. Il y a une collaboration enseignant-enseignante ressources pour le deuxième palier. Ce n'est pas la responsabilité de l'enseignante ressources, c'est une responsabilité partagée. Ce qui est intéressant, c'est ça qui est important, la différence entre le 2 et le 3, le 2, c'est qu'on pratique la même chose qu'en classe, mais c'est plus intense, mais on fait juste attention d'être vraiment dans sa zone proximale de développement. Ça veut dire, on n'est pas, peut-être la classe est rendue là, lui est rendu là. Fait que dans le deuxième palier, on travaille là, mais quand il revient en classe, on est là encore. Mais ça l'amène vers le haut, mais c'est un peu plus difficile pour lui. Fait que dans le deuxième, en le ramenant là, on le ramène tranquillement vers le niveau de la classe. Et on prend les mesures de progression régulières, c'est-à-dire qu'on note à chaque fois qu'il fait un essai s'il le réussit avec ou sans aide, par exemple. Ça s'ajoutait au premier palier parce que les autres, ce qu'ils faisaient, par exemple, ils pouvaient travailler, je ne sais pas, l'écriture de certains mots, toutes sortes d'affaires qu'ils pouvaient faire, mais c'est intéressant parce que c'est ça qu'on travaillait aussi dans le deuxième. Fait que ce n'est pas quelque chose qui remplace, c'est par-dessus le premier palier. Et c'était en classe préférablement. C'est sûr qu'il y a eu des situations où les classes étaient tellement petites, c'était tellement bruyant dans la classe, mais il y a des classes qui ont dit, bien, ils ont essayé de réduire le niveau de bruit par toutes sortes de façons, puis les centres d'apprentissage ils ont emmené l'habitude aussi de travailler de façon plus calme dans les centres d'apprentissage aussi. Fait que ça, c'est notre deuxième. Puis le troisième, c'est là que oui? Oui. Bien, là, tu es en quelle année, mettons? Ça va teinter ma réponse. Mettons. Bon, OK. C'est là. Il ne faut pas oublier qu'un élève en quatrième année qui a des gros écarts, ce n'est pas un élève de deuxième palier, c'est un élève de troisième palier. On s'entend? Il est supposé avoir eu du troisième palier bien avant ça. Ça me surprendrait que tout à coup, il y ait un gros écart. Fait que s'il était en troisième palier plus tôt, ça veut dire qu'il y a eu des adaptations d'installer là. Puis ces adaptations-là doivent être aussi descendues dans le premier palier, ce qui fait que le premier palier est plus accessible pour lui. Je vais vous donner, par exemple, il peut avoir un outil d'aide, par exemple, pour la lecture ou l'écriture. Donc, lui, il fait ses tâches avec ses outils d'aide. Je donne un exemple. OK, là, il y a une modification pédagogique. Ce que tu es en train de dire, les exigences sont différentes. Il y a un PEI qui dit que les exigences... Hein? Oui, c'est ça. Bien, au début, c'est ça la question du PEI. OK? Au début, quand on arrive dans le deuxième palier, c'est une activité de la classe de toute façon. On n'a pas besoin de PEI pour le deuxième. Mais c'est clair, aussitôt qu'on arrive vers le troisième, puis on a des données de persistance des difficultés, c'est là que le PEI embarque. C'est pour ça que ce que le personnel fait devrait être dans le PEI, ce qu'il propose comme solution. C'est pour ça que je me dis, cet élève-là, parce que le PEI, il y a 2 niveaux. Tu peux faire plus une adaptation pédagogique, donc les mêmes attentes, mais avec des aides, ou tu peux faire une modification, on dit réduit les attentes. Donc, si on fait des modifications, c'est là que
dans le premier palier, il faut voir comment dans l'activité, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il n'est pas obligé de faire exactement ce que les autres font, mais il doit avoir un rôle dans sa zone à lui, dans sa modification, où lui, il va avoir ça à faire. Ouais. Je vais juste prendre un exemple. Les enfants autistes, par exemple, qui sont sur le spectre de l'autisme, des fois, il y a des modifications à cause de leur comportement, de leur capacité d'écoute. Il y a toutes sortes de raisons. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier palier, lui, par exemple, je prenais la lecture d'histoire parce que c'est ça qu'on avait en première année, mais c'est un enfant qui n'est pas capable d'écouter plus que 3 minutes. Mais dans l'activité de premier palier, son premier palier, lui, c'est dans l'activité de lecture, j'ai 3 minutes. Fait qu'il a fait son premier palier. Il est modifié. Hein? Puis le reste, ben, il allait faire autre chose. OK? C'est correct. Mais il n'est pas totalement. Puis à la longue, il a fait 5, 6, 10 minutes de l'histoire. Ça a pris du temps. Mais son premier palier, on n'a jamais laissé tomber l'idée qu'il pouvait y participer dans la mesure de sa modification. C'est un peu plus clair comme ça? Oui. OK. Troisième palier, on l'a dit, collaboration avec les professionnels. Puis le professionnel, lui, il n'évalue pas la capacité ou la connaissance qu'on a identifiée déjà comme une zone de faiblesse. On l'a la preuve. Fait que tu ne fais pas passer une épreuve de littératie si on sait qu'en littératie, il y a de la misère. Essaie de comprendre le problème. Peut-être des tests cognitifs, des tests des fonctions exécutives, des tests des habiletés sous-jacentes langagières, mais tu ne passes pas un outil qui prouve qu'il y a de la misère en maths, là. S'il y a de la misère en maths, on les a, les données. Okay? Ça change. Fait que les évaluations professionnelles sont beaucoup plus précises. Autre chose, on a l'essai thérapeutique en individuel où on essaie des adaptations ou des modifications, voir ce qui convient à l'élève. Puis c'est là que on veut que cette adaptation-là qu'on a proposée soit implantée au premier et au deuxième palier. En fait, le troisième palier, c'est un restant de deuxième palier qui continue avec les adaptations pour les élèves qui ont été déterminées dans le PEI. Donc, ça s'ajoute au premier palier. Mais ce n'est pas 1, 2, 3. C'est qu'il a fait 1, il a fait 2, mais le 2, il restait moins d'élèves, puis là, il continue parce qu'il a fait un petit détour par le professionnel, puis il a changé la couleur du 2. Mais plus vieux, ça c'est au début de la scolarisation. Plus vieux, tu peux commencer dès le début de l'année ton deuxième palier couleur troisième palier. Tu peux le commencer dès le début de l'année. Tu ne perds pas de temps. Tu ne fais pas repartir la machine à zéro. Il fait le premier, il ne réussit pas, il s'en va au deuxième, il s'en va au troisième. Non. Il est un élève qui a accès à son troisième palier tout de suite en arrivant dans la nouvelle année. Sinon, on perd du temps, là, puis de l'intervention pour lui. Ce qui est intéressant dans le modèle que je vous ai présenté, c'est que les données servent à plein de choses. Tu as les données pour obtenir des portraits initiales de ta classe au début de l'année. Tu as des données aussi pour mesurer, lors du dépistage 2 et 3, le succès de ton enseignement, est-ce que j'atteins mon 80 %. Les enseignants nous parlaient de ça aussi. Les données les aidaient beaucoup à voir que dans certains milieux, des fois, ils blâmaient l'année précédente. Vous ne leur avez pas montré ça. Mais le dépistage de fin de l'année précédente, il montrait que c'était acquis. Puis que pendant l'été, il y avait eu des changements significatifs. On le sait, en milieu favorisé, les enfants continuent à s'améliorer parce qu'ils pratiquent. Puis en milieu défavorisé, il y a un arrêt de pratique, fait que souvent, il y a des pertes. Fait qu'ils se rendaient compte que ce n'était pas une question de on y a-tu montré ou pas, il y a des pertes pendant l'été parfois. Donc, ça a amené plus de collaboration. Même qu'il y a des conseils scolaires, des fois, qui ont dit, bien, dans certaines écoles, on s'assure que pendant l'été, il y a des camps d'été, fait qu'ils ont collaboré avec la communauté qui va réinvestir certaines habiletés pour être sûr que ça ne se perde pas pendant l'été. Ça, c'est de la collaboration. Ça leur permettait, les données, d'identifier, de surveiller les élèves de près, surtout les données de progression. Ça permet de bien déterminer les besoins, parce que c'est des données fines, ce n'est pas des données globales. Puis, ça aide à aller évaluer les élèves. Puis ça, on l'a vécu avec vos écoles. Ils prenaient souvent les données de dépistage, les données de progrès, comme autre chose que les données d'évaluation pour le bulletin. Puis, on a fait vraiment des exercices pour essayer de comprendre comment ces données-là peuvent nourrir le bulletin. C'est une source de données qui va
teinter ton jugement de l'apprentissage de l'élève. Ce n'est pas séparé. Donc, on a beaucoup travaillé ça, puis ça s'en vient bien, je pense. Hein? Ouais. Des questions jusque-là de comment s'articule le premier versus le deuxième, le troisième dans les projets qu'on a vécus. Ou des commentaires. Prise de données est clé. Oui. Oui. Prise de données est clé. C'est ça qui devrait driver nos décisions tout le temps. Puis ça a besoin d'être planifié. Exact. Puis dans ce projet-là, c'est ça qu'il y avait beaucoup de temps de libération pour bien comprendre ces choses-là. Progressivement, c'est devenu un protocole parce qu'ils savent. Mais il a fallu au départ se poser la question. Ouais. Ouais. Exact. Ouais. Oui, c'est immense. C'est immense. Mhm. D'autres, oui? OK. Exact. Parce que ce que tu viens de toucher, c'est l'équilibre, on en a souvent parlé. En enseignement de la littératie, l'équilibre est important. L'équilibre de l'enseignement du décodage versus la voie d'adressage, les mots courts fréquents globalement, tout ça. Puis comment travailler l'équilibre. Ce que je vois, moi, ce n'est pas un problème insoluble, dans le sens que il faut retravailler le premier palier. Parce que si ce que tu fais amène le succès, ça veut dire que ce n'est pas fait dans la classe. Tu fais autre chose. Non, non, c'est ça. Fait que c'est l'équilibre entre l'enseignement du décodage et l'enseignement des voies plus globales. Donc, il faudrait qu'à l'enseignement de base, tout le monde, parce que tous les élèves bénéficieraient de ça. Ça fait partie de l'enseignement explicite important et de l'équilibre. Fait que ce que tu es en train de faire, c'est une job que l'enseignante devrait faire dans sa classe. Fait que c'est la job de premier palier que tu fais. Comprends l'idée? Ouais. C'est ça. Ce n'était pas une intervention de palier 2, c'est une intervention que tout élève aurait besoin aussi. Non, mais ça, c'est pour ça. C'est parce que dans la résolution de problèmes, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, comme moi, ça a apparu clairement, puis j'ai vu ceux qui ont participé aux formations, en fait, comme, ben oui, équilibre. Tu sais, ça a comme allumé. Mais c'est pour ça. C'est parce que le développement professionnel va éviter qu'on arrive dans des chemins comme ça. Oui, vas-y.